Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'être là pour cette deuxième vidéo de formation à la médecine intégrative que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de l'écoute dans le soin. Pourquoi faire une telle vidéo? Je suis sûr que vous avez remarqué, en tant que patient, à quel point on est peu écouté en consultation. C'est quelque chose d'absolument dramatique, mais les patients ne sont pas écoutés, donc sont mal soignés parce que c'est un acte thérapeutique à part entière. Et du côté des soignants, je suis sûr que vous avez également remarqué que malheureusement, on écoute trop peu nos patients et que cela nous amène à faire des erreurs, notamment des erreurs diagnostiques, parce qu'en n'écoutant pas l'histoire de nos patients, on ne récolte pas bien les données fondamentales de l'interrogatoire, on omet tout un tas d'informations, donc on fait déjà un mauvais diagnostic, et en plus, on ne peut pas prétendre soigner correctement un patient quand on ne l'écoute pas correctement. Voici une représentation d'artiste d'un médecin au chevet de son patient qui l'écoute attentivement, qui le prend en charge, on le voit réfléchir auprès de son patient pour essayer de trouver, à mon avis, un bon diagnostic et surtout pour essayer de le soigner. L'écoute, c'est, a priori, à mon avis, le premier acte médical. Le corpus hippocratique en parle déjà beaucoup, au 5e siècle avant notre ère. Et on imagine aisément que, dans l'histoire, le premier homme qui s'est dirigé vers quelqu'un d'autre et qui lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi » et qui s'est mis à l'écouter attentivement, on peut raisonnablement penser que c'est l'acte fondateur de la médecine, le premier acte médical, le premier acte de soin. C'est à partir de cet acte d'écoute que tout va pouvoir découler au niveau de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. C'est un acte qui est fondamental et qui mérite, à mon humble avis, qu'on s'y attarde parce qu'il y a peu de cours sur le sujet et c'est modestement ce que je vais essayer de vous proposer dans cette courte vidéo aujourd'hui. Ce qui est formidable avec l'écoute, c'est qu'absolument tous les soignants peuvent pratiquer cet acte. On n'est pas obligé d'être médecin pour écouter nos patients. On peut être un membre de la famille, on peut être un ami, on peut être un voisin, on peut être n'importe qui a assez d'humanité pour écouter l'autre et savoir ce qui se passe. Vous avez remarqué à quel point l'interrogatoire s'est considérablement réduit dans nos consultations. Et au sein de cet interrogatoire, l'écoute d'un patient est drastiquement diminuée parce qu'on n'a plus le temps, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, ça ne va pas être un cours de psychiatrie, un cours d'analyse de nos patients, de l'histoire de nos patients, quoi qu'on va faire notion en médecine narrative tout à l'heure, mais c'est essayer de trouver un moment pour chaque patient, à chaque consultation, trouver un moment d'écoute de qualité pour pouvoir mieux les soigner, pour pouvoir mieux les diagnostiquer et mieux les traiter. Alors ce qui est absolument fascinant, c'est que l'écoute, parfois, ça suffit. C'est incroyable, mais l'écoute, parfois, ça suffit. Il y a beaucoup de patients qui viennent en consultation et qui ont simplement besoin, je parle bien de besoin, de s'exprimer. Je suis sûr que vous avez remarqué à quel point ça peut être salutaire de se décharger de quelque chose simplement en parlant, en l'évoquant à quelqu'un qui va l'écouter attentivement. Et bien c'est exactement ça, parfois ça suffit. Donc prendre ce temps d'écoute, c'est parfois un véritable acte thérapeutique. Et vous remarquez, j'en suis sûr dans votre activité, que quand on prend ce temps d'écoute, eh ben, les patients en sont infiniment reconnaissants. Quand on prend le temps de l'écoute, on peut être après un médecin assez moyen, idéalement non évidemment, mais quand bien même on n'aurait pas assez de compétences techniques, le fait d'avoir pris le temps d'écouter attentivement nos patients, eh ben, ils considèrent ça comme quelque chose de primordial et ils ont bien raison. Donc l'écoute, parfois, ça suffit. Ce qui est important à comprendre, c'est que écouter, ce n'est pas entendre. Écouter, c'est une écoute attentive et active, proactive. C'est-à-dire qu'on va être disposé à ça, c'est absolument capital, il faut être bien dans ses baskets avant de commencer la journée. Pour ça, il y a d'autres méthodes et techniques dont on va avoir l'occasion de parler un peu plus tard. Donc il faut être disposé à ça, il faut être en forme,
il faut avoir envie. Et c'est poser une oreille attentive sur l'histoire de l'autre. C'est pas l'entendre comme on entendrait un bruit de fond, comme on entendrait une musique au loin. C'est pas une activité de dilettante, c'est pas une activité passive, mais au contraire, c'est une activité et un acte proactif. On vient se mettre dans une posture de celui qui est prêt à recevoir le discours qui va nous être donné. Donc c'est un acte résolument actif et un acte à part entière. C'est un acte qui est fabuleux parce qu'il correspond à une économie de moyens formidable. Il suffit physiquement de ne rien faire. C'est un temps de calme pour le soignant parce qu'on ne s'époumonne pas à questionner, en tout cas pas encore. On n'est pas dans la recherche active, dans le questionnement actif de son patient, dans la recherche de tel ou tel signe. Ça viendra après pour l'interrogatoire qu'on va détailler. Mais là, on est véritablement dans l'écoute, et c'est-à-dire que physiquement, on n'a rien à faire. C'est absolument formidable. Il faut voir ça comme un moment privilégié même pour le soignant, qu'on s'accorde à soi-même, où on se pose, on respire, et on invite son patient à nous offrir son histoire pour qu'on puisse accueillir toutes les informations qu'il nous donne. Et on fera le tri plus tard. Tout est bon à prendre. Pendant quelques temps, on va prendre tout ce que le patient a à nous dire. Au bout d'un certain moment, évidemment, on va le couper, et puis on va lancer l'interrogatoire pour trouver les signes dont on a envie, pour faire un diagnostic, etc. Mais dans un premier temps, on va se taire, et on va être disposé à l'écouter attentivement. Alors, l'unique façon de bien écouter ses patients, c'est de s'intéresser à eux. C'est absolument essentiel, c'est absolument évident, mais les recherches neuroscientifiques nous ont bien démontré qu'on est compétent dans un domaine dans lequel on passe du temps et dans lequel on est intéressé, voire passionné. Seuls les passionnés arrivent à un niveau d'expertise. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas leurs histoires, si vous n'aimez pas soigner, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Ce que je propose, c'est d'essayer absolument de s'intéresser à la personne qui se trouve en face de nous. On va en parler avec la médecine narrative tout à l'heure, mais une des techniques, en tout cas une des techniques que j'utilise et qui me plaît beaucoup, c'est de s'imaginer que ce sont des personnages de roman. Parce que dans un roman, ce qui est intéressant, c'est l'histoire des protagonistes, l'histoire des personnages. On peut être quelqu'un de tout à fait banal, de tout à fait bénin, et faire ressentir des choses extraordinaires, ou pas d'ailleurs. Mais le fait de s'imaginer son patient comme un véritable personnage de roman, eh ben, ça va susciter un intérêt pour lui, et donc un intérêt pour son histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut être extrêmement bien disposé, parce que vous imaginez bien qu'en voyant 20, 30, 40 patients dans la journée, ça peut être extrêmement lourd d'accueillir des histoires, simples ou complexes, douloureuses ou non. Et donc pour ça, il faut être disposé. C'est très facile à dire, c'est très difficile à faire. Il faut être en forme, il faut être calme, il faut avoir réglé ses problèmes dans la famille, ses problèmes dans sa vie extra-professionnelle. Il faut déposer tout ça dans un coin, il faut travailler en pleine conscience et se dire qu'à chaque patient, on est à 100% avec lui et on va le prendre en charge de la meilleure façon qui soit. Ce que je vous propose pour chaque patient, dans les contraintes qui sont les nôtres en médecine générale ou en médecine tout court, c'est de s'accorder 1 à 2 minutes pour chaque patient d'écoute active pure. Pendant 1 à 2 minutes, on ne les coupe pas, on les écoute et on accueille tout ce qu'ils ont à nous dire. Rien que ça, c'est déjà extraordinaire parce que des études ont montré que le temps d'écoute pure, sans intervention de la part du médecin, est de quelques secondes. Ça dure de 15 à 20 secondes avant que le médecin ou le soignant coupe son patient pour lui demander des précisions sur son discours. Donc on évite de faire ça, on se pose 1 à 2 minutes pour chaque patient à l'écouter de façon attentive. Ce qui est fascinant, c'est que au bout d'1 à 2 minutes d'écoute pure, on peut, dans de nombreux cas, poser un diagnostic. Le patient va nous dire spontanément que la douleur
qui l'amène à cette consultation est apparu à tel moment, irradie à tel endroit et de telle intensité. Et même s'il ne s'exprime pas en des termes médicaux, eh ben, on peut décrypter son histoire en termes médicaux. Et par exemple, au lieu de couper un patient qui a mal à l'épaule en essayant de savoir immédiatement si sa douleur est mécanique ou inflammatoire, on va le laisser dérouler. Et il suffit simplement qu'il nous dise que sa douleur intervient lorsqu'il taille sa haie au taille-haie, et on va comprendre qu'il s'agit d'une douleur mécanique. Donc, par le non-agir, par l'écoute active et le calme, eh ben, on peut déjà faire des diagnostics au bout d'1 à 2 minutes. C'est très très simple. Donc, pleine conscience, écoute active de son patient, et c'est déjà beaucoup. Si on fait ça à chaque consultation, ça va déjà aider énormément de patients. Ce qui va m'amener à vous parler de médecine narrative. La médecine narrative, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques et c'est une approche globale qui permet de mieux écouter nos patients. C'est Rita Chavron, cette dame, qui en 2000, à l'université de Columbia, a initié un programme de médecine narrative. Alors elle le décrit comme une façon de reconnaître, d'absorber, d'interpréter et d'agir sur le récit d'autrui. Je vous le refais, ça vous permet de reconnaître, absorber, interpréter et agir sur le récit d'autrui. Ce sont des techniques littéraires, initialement, issues des sciences humaines, que cette dame a transposées en médecine pour les soignants. Ça permet de reconnaître de l'émotion dans le récit d'un patient. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous êtes un médecin standard et vous écoutez les histoires des gens sans les entendre, en essayant un peu bêtement de faire rentrer votre patient dans des cases, de faire rentrer votre patient dans un diagnostic et puis après de dérouler votre petite fiche thérapeutique pour le soigner. Soit vous avez le choix d'être un médecin à l'écoute, un médecin qui s'intéresse à ses patients, qui n'a pas envie de soigner une maladie mais de traiter un patient, et de s'intéresser véritablement à son récit. Et c'est grâce, notamment à la médecine narrative et aux techniques de cette dame, qu'on va pouvoir reconnaître de l'émotion dans le récit des gens, et qu'on va pouvoir découvrir leur singularité. Ça, c'est capital. Je vous le disais tout à l'heure, une des techniques d'écoute, et une de celles qui est décrite par la médecine narrative, c'est de considérer ces patients comme des personnages de romans. Vous pouvez vous les imaginer comme un personnage de film, de livre, de théâtre, qui vous raconte son histoire, et le but, ça va être de trouver de l'intérêt. Ça va être de véritablement s'intéresser à lui. Et pour ça, il faut analyser son histoire comme on analyserait un récit. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de lycée, ou peut-être certains d'entre vous ont fait des études littéraires. Il faut se mettre dans la peau d'un analyseur littéraire. On analyse le discours de son patient comme on analyserait un texte classique, par exemple. Et alors, à ce moment-là, on va essayer d'analyser le style du récit. On va essayer d'analyser sa voix, sur quel ton il nous parle, sur quelle tonalité il pose sa voix. Est-ce qu'il parle vite? Est-ce qu'il parle lentement? Est-ce qu'il fait des pauses? Ou au contraire, est-ce qu'il est très 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 rapide? Est-ce qu'il peut témoigner d'un stress, d'une inquiétude de sa part? On va apporter une attention sur le rythme de son récit, sur les métaphores, les images que le patient emploie, par exemple. Il y a beaucoup de patients qui ont un langage extrêmement fleuri, qui vont parler avec un langage plus ou moins grossier, ou au contraire, un langage hyper soutenu. Et tout ça, ça va nous permettre de voir comment le patient raconte sa propre histoire. Il devient le narrateur de son propre récit, et on va pouvoir, en compilant tout ça, avoir une idée de qui nous raconte ça, pourquoi il nous raconte ça de cette façon et pas d'une autre. Pourquoi il me parle de sa douleur de cette façon. Quelqu'un peut parler d'une douleur comme quelque chose d'absolument abominable, il va le décrire comme une monstruosité, quelque chose qui sort de l'enfer, d'horrible. Et le même patient qui a la même douleur va parler
de quelque chose qu'on peut supporter dans le calme et la sérénité, il va essayer de trouver des méthodes pour apaiser sa douleur. Et reconnaître tout ça, c'est reconnaître la singularité de la personne en face de nous, et c'est vraiment porter attention à lui pour lui porter soin. La médecine narrative, c'est une grande découverte de cette dame, de Rita Charon, qui a été après poursuivie par d'autres universitaires, notamment en France. Elle s'inscrit dans un trajet qui part en Europe depuis Descartes. Depuis Descartes, en Europe, on a une position très dualiste, où on sépare classiquement le corps et l'âme. Ça a été quelque chose de très important, mais ça a été quelque chose qui nous a fait perdre beaucoup d'humanité. Parce qu'en séparant le corps et l'âme, on les a étudiés séparément. Ce qui est, à mon sens, et au sens de beaucoup, une erreur originelle. En séparant le corps et l'âme, on a fait énormément de découvertes sur le corps. Ça a été la découverte de l'anatomie, qui a permis des avancées extraordinaires sur la découverte des organes, de la physiologie, de la médecine expérimentale. Mais le revers de cette médaille, c'est qu'on a beaucoup occulté le récit de nos patients, et donc on a occulté l'humanité médicale. Ça peut paraître un grand mot, mais c'est véritablement ce que pensent beaucoup de gens, et ce que je pense, c'est qu'en se concentrant sur le corps, sur une médecine du corps, on a complètement oublié la médecine tout court, le soin tout court, l'analyse du récit des gens, pour pouvoir les soigner dans leur globalité. Donc la médecine narrative, ça permet de densifier le récit de l'autre. C'est excessivement important pour lui, parce qu'il va se sentir comme important, ce qui est quand même capital quand on a besoin d'aide et de soins. Mais c'est aussi hyper important pour nous, soignants, parce que c'est une des manières d'éviter le burn-out, de trouver du sens dans son métier, de tolérer l'incertitude de notre métier, parce que quand on connecte comme ça avec nos patients, en analysant leur histoire et en les prenant en charge globalement, eh ben on trouve vraiment le sens de notre métier de soigner. C'est le care que décrivent beaucoup les anglo-saxons, et c'est quelque chose de magnifique. C'est une co-construction de la relation de soins entre le patient et le médecin, et c'est quelque chose vraiment que je vous invite à découvrir en découvrant les livres de Rita Charon, et ceux, notamment en langue française. Il y en a un que je vais vous mettre en description qui est sorti, et pour moi ça a été une grande découverte. Il n'y a pas de méthode type, comme je vous disais dans ma première vidéo. C'est pas un cours magistral que je suis en train de vous donner, je suis pas prof, vous n'êtes pas mes élèves, c'est simplement des idées que j'essaie de vous transmettre, parce que moi, ce sont des concepts qui m'ont beaucoup aidé dans ma pratique. Donc il n'y a pas de méthode type, je ne vais pas vous donner une guidelines de médecine narrative ou d'écoute de vos patients, mais si vous pouvez prendre quelques idées dans cette vidéo, j'en serai super content, et n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous retrouve très bientôt pour une troisième vidéo, je vous dis à bientôt et merci beaucoup.